Bon, est-ce que c'est possible que vous vous installiez et que nous puissions commencer notre conseil municipal? Très bien. Merci. Je vais demander à Madame la directrice générale des services de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présent. Mohamed Grichy. Yasmina Attaf. Philippe Clochette. Delia Toumi. Grégory Boulor. Alexandra d'Alcantara. Roger Duguet. Isabelle Massard. Belkacem Houchen. Céline Lanoiselet. Mamed Binagdan. Présent. Zineb Zouaoui. Laurent Noël. Carole Lafont. Christophe Bernier. Maria Blanca Fernandez. Nadia Mouadine. Présente. Ibrahima Ndiaye. Sophia Manseri. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Zine Boukrich. Véronique Desmettre. Richard Mera. Khalid Damoun. Présent. Aurélie Remacle. Éloi Simon. Fabienne Moreau. Mohamed Dani. Présent. Mariama Gassama. Elsa Faucillon. Jacques Briffaut. Emeric Labadi. Sylvie Morel. Hassen Meharga. Me donne pouvoir à moi. Karine Chala. Karine Chala. Présente. Laetitia Girardi. Sinan Karakus. Christelle Nedelec. Ibrahima Diallo. Philippe Allais. Monsieur Grichy donne pouvoir à Monsieur Touchen, puisque Madame Desmettre a déjà... Merci. Donc nous avons le quorum. Merci à vous toutes et tous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on puisse nommer Monsieur Khalid Damoun comme secrétaire de séance, puisqu'il fait ça très bien? Pas d'opposition. Monsieur Damoun est donc désigné, nommé secrétaire de séance. Est-ce qu'on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2023? Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Je vous propose que l'on... Est-ce que vous êtes d'accord pour l'approuver? Qui est contre? Personne. Donc le procès-verbal est approuvé. Je vous propose donc de passer au premier point d'information, le point d'information sur le centre social SADAPSI. Je remercie Monsieur Boudier de nous faire cette présentation. L'espace SADAPSI, c'est un nouvel équipement pour les Genevoises et les Genevois et qui est implanté sur le quartier des Agnettes. C'est un projet qui a été lancé en 2014 et qui est destiné à renforcer le lien social, l'accès au droit, à la culture. Moi, j'ai pas de micro, mais vous m'entendez pas? Il y a des gens qui regardent en ligne. Comment? Il y a des gens qui regardent en ligne.
Je recommence. Donc, l'espace Saadapsi est un nouvel équipement pour les jeunes villoises et les jeunes villois implanté sur le quartier des Agnettes. Ce projet a été lancé en 2014 et cet équipement est destiné à renforcer le lien social, l'accès au droit, à la culture et de favoriser l'exercice de la citoyenneté. C'est un équipement aussi intergénérationnel et interservice. C'est sa particularité puisqu'il regroupe en son sein un club ado, un accueil jeunesse, le centre social agréé par la CAF, le club Agir et les activités de l'ancienne maison du développement culturel. L'ouverture au public est prévue le 1er juillet 2023 et ainsi l'espace Saadapsi devient le 3e centre social et culturel de la ville après l'espace Aimé Césaire et l'espace des Grésillons. C'est un équipement qui a pour vocation de rayonner sur le quartier des Agnettes, mais aussi sur le sud du Fossé de l'Aumône, le sud des Chevrins Cité-Jardin et une partie des quartiers Centre et République, et de répondre aux attentes et besoins des habitants de ce territoire. Il est construit en extension de l'ex-maison du développement culturel qui est aujourd'hui entièrement rénovée. La partie neuve se compose de nouveaux espaces à dimension collective, tels que le hall, la salle polyvalente et la salle de spectacle. L'espace Saadapsi propose aussi des espaces communs mutualisés, comme le hall d'accueil, la salle polyvalente, la salle de spectacle, une cuisine et des salles d'activité, et des espaces spécifiques, tels qu'une salle de danse, des salles d'accueil par type de public, club ado, jeunesse, adhérents d'Agir. Alors, voilà, je vais avec la souris. Ici, vous avez donc l'ex-maison du développement culturel qui a été donc rénovée et aménagée. Vous avez ici le hall avec les terrasses de toit qui fait la jonction entre donc l'ex-MDC et le nouveau bâtiment qui a été construit avec la salle polyvalente, les salles d'activité du club ado et le club ado et la salle de spectacle. Avec un parvis devant qui pourra aussi, et c'était l'objectif, faire ce qu'on appelle de la porosité entre l'espace public et le centre culturel et social à partir effectivement notamment de spectacles de rue. C'est un projet social et culturel innovant qui répond d'une part aux exigences de la CAF, qui est organisée autour de 3 piliers pour la CAF, une maison des services et d'activités, une maison des projets et une maison de la citoyenneté. C'est ce que vous voyez ici à l'intérieur de cette maison avec les 3 piliers. Il répond d'autre part aux spécificités et aux besoins du territoire, considérant que l'accès à toute forme de culture et que la diversité des pratiques culturelles sont des leviers majeurs au service du développement social. Le projet social et culturel déposé à la CAF a reçu un agrément pour la période 2022-2025. Pardon. La démarche d'élaboration du projet a pris appui sur une volonté affirmée d'impliquer dès le début les habitants et partenaires. Ainsi, entre 2020 et 2022, il y a eu la création d'un groupe projet regroupant 12 habitants et 5 représentants associatifs. Il y a eu la réalisation d'un diagnostic partagé du territoire entre avril et juillet 2021, avec notamment aussi la diffusion d'un questionnaire en version numérique et papier avec plus de 200 retours. L'organisation de 3 bureaux, entre guillemets, bureaux d'écoute sur l'espace public pour aller vers les habitants, 90 participations environ par présence, afin de faire connaître le projet, d'avoir des temps d'échange avec les habitants et de recueillir de l'information et des besoins exprimés par ces habitants. Des rencontres publiques de restitution du diagnostic ont eu lieu le 25 septembre 2021, avec une réflexion autour des axes du projet social. 32 personnes étaient présentes. Une démarche de travail transversale avec l'ensemble des services impliqués dans le projet a été mise en œuvre dès le début, afin de mieux se connaître, de lever les représentations et de réaliser des fiches actions communes. Il y a eu l'organisation de 3 comités de suivi partenarial regroupant les membres de la CAF, du département et de la représentante du préfet. Et bientôt, la mise en œuvre du conseil de maison impliquant des habitants et partenaires en lancement en septembre 2023. Les axes du projet, ils sont
nombreux, mais il y en a 4 importants. C'est inscrire le futur centre socio-culturel Saadapsi et la démarche du nouveau projet dans le paysage des habitants, des Agnettes et du territoire et des autres acteurs associatifs et institutionnels, de faire rayonner le nouveau centre social et culturel à l'échelle du territoire, de renforcer les liens intra- et interfamiliaux et de favoriser l'émancipation et la reconnaissance de la dignité des familles populaires. De nombreuses actions ont été menées par les services pour favoriser l'appropriation de l'équipement et de son projet en amont de l'ouverture du centre culturel et social. Ainsi, en 2022, il y a eu 4 temps forts de préfiguration associant l'ensemble des services de mars à juin, avec le montage de spectacles de rue, d'ateliers créatifs, de visites du chantier qui ont réuni entre 300 et 500 personnes par initiative. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé la saison des habitants, c'est un projet qui consiste à confier la programmation des spectacles de rue à des habitants volontaires du territoire. Ainsi, un groupe de 15 habitants s'est rendu au Festival de théâtre de rue d'Aurillac en 2022 pour sélectionner les spectacles qui seront présentés cette saison. 11 visites du chantier pour les habitants, une visite avec la commission accessibilité de la ville pour les services et leur public, Club Ado et Agir ont été organisés. En 2023, donc, on a eu la diffusion du premier spectacle, Johnny, un poème, donc de la sélection donc de la saison des habitants dont je parlais tout à l'heure. Une formation à l'accueil de l'ensemble des utilisateurs de l'espace en partenariat avec la Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine. Et en partenariat avec la Société du Grand Paris, des ateliers d'écriture sont menés depuis avril avec le duo de graphistes Studio Double et le projet Nouveaux Voisins mené par le service Jeune Public de la Direction culturelle. Et enfin, il y a la préparation de l'inauguration donc, du 1er juillet. Cette inauguration du 1er juillet, donc, comme vous le savez, de 11h30 à 15h30, il y aura le banquet des Agnettes qui sera organisé derrière donc, l'espace Saadapsi. Et ensuite, à 16h, on procédera à l'inauguration de l'espace Saadapsi en présence du maire et des élus, avec une invitation à la déambulation par une troupe de comédiens, les Grooms, un défi photo et customisation de tote bag avec le Club Ado, 3 expos, manga, œuvres des habitants, histoire du quartier des Agnettes par l'antenne du quartier Agir et le Club Ado. Il y aura des structures jeux pour enfants organisées par l'antenne de quartier, des démonstrations de danse des enfants de l'école Henri Vallon, des petites formes de spectacles par le service Jeune Public et la MDC, des visites théâtralisées organisées par Charlotte Blanchard, une fresque à colorier en continu et un centre buvette du service jeunesse, sachant qu'aujourd'hui, ils sont encore en cours de préparation et que d'autres animations seront présentes. Et enfin, à 18h30, le concert final de Thomas Sidibé. Voilà, monsieur le maire, pour la présentation. Merci. Et puis, nous nommerons, je vous le dis, pour pas que vous nous reposiez la question, la salle d'activité Abdelkader Othman. À ce moment-là, on dévoilera la plaque sur la porte ou le nom de la porte. Voilà. Merci. Je parlerai plus fort maintenant, alors. Je vous propose de passer à la première délibération, Madame Pérez, sur l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'EPT Boucle Nord de Seine. Eh bien, bonsoir, chers collègues. Donc, nous allons ce soir vous présenter un document, un des plus gros documents du plan local de l'urbanisme intercommunal. Donc, en avril 2021, nous avons entamé une démarche d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Ce PLUI sera, lorsqu'il sera voté, le document de référence qui constituera à la fois un document stratégique pour définir le territoire de demain, horizon 10-15 ans, et un cadre réglementaire partagé et cohérent, partagé entre les 7 villes, pour la réalisation des projets et encadrer l'évolution de ces 7 villes. Donc, ce PLUI devra permettre la mise en œuvre des projets structurants du territoire et des villes, tout en confortant et en valorisant la qualité du cadre de vie des habitants. Notre PLUI s'attachera également à répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux, notamment en déclinant les objectifs du plan climat-air-énergie territorial. Pour élaborer ce document, nous essayons de travailler au maximum avec les populations des 7 villes. Un diagnostic a été élaboré pendant plusieurs mois, lors duquel 7 ateliers thématiques publics dans chacune des villes ont été l'occasion d'approfondir le diagnostic
et ses enjeux, d'être confrontés au quotidien et aux aspirations des habitants qui ont eu des expressions diversifiées et qualitatives. Le PLUI est composé de plusieurs documents, dont le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, que nous allons vous présenter ce soir. C'est l'élément central du PLUI. Il fixe le projet de territoire à horizon 10-15 ans. C'est l'outil de prospective majeur pour définir le projet pour l'aménagement du territoire. Nous venons donc de finir une longue phase de travail d'élaboration de ce PADD que nous allons vous présenter ce soir, en nous basant sur le diagnostic effectué avec les habitants et les associations et en élaborant avec l'ensemble des villes, services, élus, le document que nous vous présenterons dans un instant. Ce PADD a été présenté en réunion publique aux personnes publiques associées, mais aussi aux habitants. Il doit être maintenant débattu dans les conseils municipaux des 7 villes du territoire et puis, au final, au sein du conseil de territoire. Pour élaborer ce document, nous avons décidé de le diviser en 4 axes structurants, à travers lesquels l'ensemble des problématiques qui traversent notre territoire sont évaluées et traitées, et pour lesquelles des enjeux sont définis. J'en citerai quelques-unes sans être exhaustive, puisqu'on va vous présenter le document dans quelques instants, donc en essayant de ne pas spolier la présentation qui suit. Donc la présence de la Seine, par exemple, la diversité des patrimoines et des paysages, les besoins en mobilité, les secteurs d'activité, et de manière très prégnante, nous avons décidé de laisser une large place aux questions environnementales. Plusieurs défis nous attendent de ce point de vue: réduire l'empreinte carbone, protéger la biodiversité, renforcer la trame bleue, par exemple. Je ne vais pas vous en dire plus sous peine de dévoiler l'ensemble du document. Je laisse la place à Jasmine Dozias, responsable planification et PLUI à l'EPT Boucle Nord de Seine, et qui travaille avec nous donc depuis 2 ans sur ce document, et on l'en remercie. À vous. Là, ça fonctionne. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'accueillir les services de l'EPT pour la présentation de ce projet, comme vous le disiez, Madame Pérez, structurant. Tout d'abord, je vais commencer par rappeler ce qu'est le PLUI, très brièvement. C'est un gros document qui précise le droit des sols. Le droit des sols, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a le droit de construire dans chaque partie du territoire, parcelle par parcelle, sur les espaces publics, etc. Et donc, en ce sens, il constitue un véritable outil de mise en œuvre des projets publics et privés et fixe un cadre de cohérence entre toutes les politiques et actions d'aménagement et toutes les politiques sectorielles. Et pour construire ce document, il faut avoir une vision globale du développement du territoire. Vision globale qu'on acquiert au travers la réalisation d'un diagnostic territorial multicritère. Et à partir de là, on peut définir les grandes orientations d'aménagement et d'urbanisme du territoire. Et tout ce processus se retrouve dans les différentes pièces qui composent le PLUI, le rapport de présentation qui comprend le diagnostic sur lequel on a déjà travaillé, et puis la deuxième partie qui est le projet d'aménagement et de développement durable. Ensuite, on travaillera sur les phases suivantes sur tous les documents de cadrage réglementaire avec les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement et le zonage. Et donc, pour élaborer ce document, cette vision globale, on a organisé le travail partenarial avec les 7 villes du territoire, avec les élus des 7 villes du territoire, avec les services des 7 villes du territoire, dans le cadre de comités techniques, de comités de pilotage, mais aussi en association avec les habitants de l'ensemble des villes, comme le disait Madame Pérez tout à l'heure, au travers d'ateliers, de stands PLUI, de réunions publiques, et puis au mois de juin de balades urbaines. Donc, on le voit, cette concertation, elle va du début du lancement des travaux du PLUI jusqu'à l'arrêt du projet. Aujourd'hui, donc, nous en sommes à la phase
d'élaboration et de finalisation du PADD. Et puis, on commence le travail sur le cadrage réglementaire. Ce projet d'aménagement et de développement durable, il doit être débattu au sein de l'ensemble des conseils municipaux des villes du territoire. Et puis, il sera débattu en conseil de territoire le 22 juin. Donc aujourd'hui, on est à Gennevilliers, le 31 mai. Nous sommes au deuxième débat sur les orientations du PADD, puisque le premier a eu lieu hier en mairie de Bois-Colombes. Donc le PADD. Le PADD, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le projet du territoire en termes d'aménagement et d'urbanisme. C'est vraiment la clé de voûte du PLU qu'on réalise à partir donc des enjeux du diagnostic, et il va fixer le projet de territoire à l'horizon de 10-15 ans sur l'ensemble des thématiques qui doivent, et des thématiques et des composantes de la ville, l'habitat, l'urbanisme, mais aussi l'environnement, la préservation des espaces, les réseaux, les commerces, l'aménagement, les loisirs, etc. Et donc, pourquoi le PLUI, le PADD, c'est un moment central du PLUI? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il va guider les choix pour toute la conception de la partie réglementaire, c'est-à-dire que si on dit que dans telle zone, on peut faire telle hauteur, ou cet espace, il doit rester naturel, ou il peut être développé, ou toutes les règles qu'on va mettre en place dans les orientations d'aménagement, de programmation, le zonage et le règlement doivent être établies en cohérence avec ce PADD. On va justifier toutes les règles qu'on va établir au regard de ce PADD. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle c'est un document important. Et une autre raison pour laquelle c'est un document important, c'est que pour les futures évolutions du PLUI, les procédures qu'on devra utiliser pour faire évoluer les règles d'urbanisme seront regardées en fonction de ce PADD. Et donc, on définira si on fait une modification ou une révision générale du document en fonction de si on modifie les règles de ce PADD. Donc aujourd'hui, le PADD, on l'a dessiné avec les villes et le territoire et les habitants autour de 4 grands axes. 4 grands axes, excusez-moi. Un premier axe qui est un territoire d'équilibre riche de ses diversités. Et ça, c'est un axe qui place le territoire dans son environnement, qui place le territoire avec les communes alentours, dans la métropole, et qui s'appuie vraiment sur les qualités et les singularités du territoire. Le deuxième défi, il répond vraiment aux attentes des habitants d'engager le territoire dans une transition environnementale ambitieuse. Le troisième défi, c'est le territoire du vivre ensemble. Donc là, on est vraiment sur la qualité de vie, la vie sur le territoire et le vivre ensemble, comme son titre l'indique. Et puis, le dernier axe, c'est l'axe économique du territoire. C'est tous les objectifs de développement économique du territoire et en lien avec son histoire et la singularité de son histoire. Donc, je n'ai pas détaillé les titres sur la droite, qui sont les défis que je vais vous détailler dans un deuxième temps. Le premier défi, c'est reconquérir la Seine. On a 6 des 7 communes du territoire qui sont bordées par la Seine. Et on a noté dans l'analyse paysagère que beaucoup des villes, finalement, tournaient un peu le dos à la Seine, que les abords de la Seine étaient marqués par des grandes infrastructures. Et donc, en sous-jacence, ce qui semblait intéressant, c'était de reconquérir ce fleuve, de reconquérir cet espace, de retourner la ville sur cet espace au travers des différents projets du territoire. Donc c'est vraiment redonner la place à la Seine dans le paysage en travaillant
sur, par exemple, les continuités le long de la Seine, en travaillant sur les projets leur permettre de mieux accéder à la Seine, etc. La deuxième orientation de ce premier défi de reconquérir la Seine, c'est de concilier la multiplicité des usages de la Seine. Aujourd'hui, on a une Seine active, on a une Seine naturelle, on a aussi l'envie peut-être de développer des scènes avec des activités de loisirs, avec plus d'animation, de redonner des usages différents à la Seine, tout en conciliant avec les usages actuels et sans compromettre naturellement le développement économique du territoire. Le deuxième axe, c'est de conforter l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, on a un territoire qui globalement est naturellement attractif de par sa position, les infrastructures, sa localisation à proximité de Paris, les liaisons en transport et en infrastructure du territoire. Toutefois, ce qu'on note, c'est que ces infrastructures, elles sont aussi des freins aux qualités de vie du territoire, puisqu'elles sont créatrices de nuisances. Donc, l'objectif de ce deuxième axe, c'est de redonner sa place au territoire en s'appuyant sur ses qualités, mais aussi en essayant de le faire devenir plus un territoire de desserte, un territoire où on a plus le souhait d'être et de venir. Et donc, la première orientation, c'est de tendre vers un territoire d'équilibre et d'ancrage, à travers la production de logements, la production d'activités, mais aussi la préservation des espaces naturels, la qualité de la desserte. Et c'est aussi apaiser les infrastructures pour mieux relier le territoire et pour limiter les coupures et les enclaves créées par les grandes infrastructures, par exemple. Le troisième défi de ce premier axe, c'est de révéler la diversité des paysages et des patrimoines. L'objectif, c'est bien de mettre en valeur les paysages diversifiés. Le diagnostic fait apparaître qu'il y a en gros 8 grandes unités paysagères qui se dégagent, qui ont été constituées par l'histoire et la géographie du territoire. Et ces grandes unités paysagères, elles ont toutes des qualités spécifiques, propres, qu'il convient de valoriser plutôt que de cacher. La deuxième orientation, c'est que l'histoire même du territoire a créé un patrimoine historique, architectural, urbain, assez intéressant, qu'on peut mieux valoriser. Il y a toutes les villégiatures que tout le monde a en tête, mais il y a aussi tout le patrimoine industriel, le patrimoine des habitats modernistes qui ont des qualités propres et qu'on peut valoriser. Et donc, c'est aussi par là même mettre en valeur les différentes formes urbaines diversifiées, à la fois les formes urbaines existantes, et puis, puisqu'aujourd'hui, la ville de demain, elle existe en grande partie, c'est comment on intègre les nouvelles constructions dans ces formes urbaines et qu'on promeut un urbanisme de qualité, avec de l'habitat qualitatif. Ces grandes orientations, elles tombent territorialement et on a essayé de le représenter sur cette cartographie. On voit par exemple les projets de transport en commun structurants projetés à plus ou moins long terme ou plus appuyés par les élus du territoire, souhaités par les élus du territoire, comme si on regarde sur Gennevilliers le prolongement de la ligne 13 ou sur Villeneuve le prolongement de la ligne 4. Sur Argenteuil, le tram express 11 et le bus entre Seine. Donc ça, c'est des projets qui sont moins inscrits, moins planifiés à court terme. Donc on voit aussi le travail sur les cônes de vue, sur le paysage, sur les différentes centralités, sur les connexions, sur les liaisons sur la Seine, etc. Voilà comment on essaye de faire entrer
le territoire. Il y a aussi la question de tous les projets un petit peu transcommunaux, c'est-à-dire des espaces à la lisière des communes ou à la lisière des unités paysagères qui méritent une attention particulière, en particulier par exemple autour de gares, autour de centralités, autour de carrefours métropolitains. Le deuxième axe, c'est un territoire engagé dans une transition environnementale ambitieuse. Ce deuxième axe répond à des demandes fortes qui ont été exprimées par les habitants dans le cadre de la concertation. Ça répond aussi aux enjeux environnementaux qu'on connaît actuellement avec les crises énergétiques, les crises de la biodiversité, le changement climatique et toutes les conséquences que vont avoir ces différentes problématiques sur le cadre de vie et la qualité de vie en milieu urbain. Et donc ce deuxième axe, il vise à la fois à limiter les impacts des humains sur son environnement, et puis aussi à tendre vers une certaine forme de résilience pour les habitants des milieux urbains pour qu'ils puissent continuer à vivre sur le territoire en ayant une approche à la fois viable et vivable du territoire. Ce deuxième axe s'appuie sur 3 défis. Un premier défi qui concerne l'amplification de la nature en ville et l'amélioration du rapport au vivant, qui est décliné en 2 grandes orientations. Une orientation sur la trame bleue, qui est essentielle au territoire et qui est principalement représentée par la Seine, qui est un axe de biodiversité important et un axe à enjeu pour le territoire, à la fois sur sa qualité actuelle et sur la manière de raccorder les projets au territoire. Et donc cet axe inclut également toute la gestion de l'eau et l'attention portée à la ressource en eau. Et puis la deuxième orientation concerne tout l'écosystème porteur de biodiversité. Donc on travaille là sur les trames vertes, les arbres, les espaces verts, mais aussi les autres trames environnementales, c'est-à-dire la continuité des sols et la qualité des sols, qui est ce qu'on appelle la trame brune, la trame blanche, celle qui concerne les zones de calme dans la ville, et enfin la trame noire pour limiter les pollutions lumineuses. Et donc cet axe vise à améliorer les continuités pour favoriser la biodiversité. Le deuxième défi, c'est devenir un territoire sobre et économe en agissant à la fois sur la ville existante, sur les comportements, sur les usages, en permettant l'amélioration du bâti existant, en permettant de réduire les consommations liées aux mobilités, et puis aussi en travaillant sur la ville de demain, sur comment on travaille sur les opérations d'aménagement pour limiter leur impact. Aujourd'hui, l'impact de la construction est très important dans le bilan carbone des territoires, et donc c'est vraiment en conciliant l'existant, les usages et la ville, les projets qu'on peut travailler pour devenir un territoire plus sobre et économe. Enfin, le troisième défi, c'est réussir la ville santé. Et ce troisième défi, en fait, il prend part dans le fait de tendre vers un urbanisme favorable à la santé. Il est traduit déjà dans les 2 premières orientations, puisqu'un urbanisme favorable à la santé, c'est un urbanisme qui va être à la fois plus sobre et économe et aussi qui a un meilleur rapport au vivant. Et donc, ça nous permettra de renforcer la résilience face au changement climatique.
mais c'est aussi un urbanisme qui maîtrise la localisation et l'impact de ses futurs projets en travaillant à la fois sur la localisation, les formes urbaines et en amplifiant la place de la nature en ville et les services rendus par la nature en ville. On a aussi dans cet axe-là la possibilité aussi d'intégrer des espaces spécifiques pour améliorer les structures de soins et renforcer l'offre de soins sur le territoire. Cet axe sur l'engagement sur la transition environnementale se traduit notamment sur l'axe Seine avec la renaturation des berges de Seine, avec toute la préservation des trames environnementales, la création de continuité écologique et le travail en pas japonais, comme on dit, par petits pas sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi un axe qui est très important, c'est de limiter les nuisances liées aux infrastructures ferrées et routières, en travaillant notamment aussi avec les gestionnaires. Donc c'est conditionner l'évolution du territoire à l'implication des gestionnaires sur le territoire. Et enfin, un dernier point qu'on peut soulever sur cette cartographie, c'est la préservation de l'activité agricole, à la fois sur la plaine d'Argenteuil en préservant les terres agricoles d'Argenteuil, mais aussi en développant sur l'ensemble du territoire de l'agriculture urbaine de proximité, moins pour son impact alimentaire, puisqu'on n'arrivera pas à nourrir le territoire via les terres agricoles et l'agriculture de proximité, mais aussi pour le lien social et l'apprentissage de l'alimentation locale pour les habitants du territoire. Le troisième axe, c'est un territoire du vivre ensemble. Il dit bien ce que ça veut dire. Son premier défi, c'est aménager un territoire pour tous et à tous âges, donc c'est-à-dire de travailler vraiment sur les parcours résidentiels des habitants du territoire, leur permettre de vivre à toutes les séquences, à toutes les périodes de leur vie, dans des logements adaptés à leurs besoins et dans des quartiers qui répondent à leurs aspirations, qui ne sont pas les mêmes tout au long de la vie. Aujourd'hui, on note que le territoire est un territoire qui connaît une croissance démographique liée à une solde naturelle positif, mais qui connaît aussi qui a un solde migratoire déficitaire. Donc la population croît sur les territoires grâce aux naissances et au fait qu'il y ait plus de naissances que de décès sur le territoire. Mais comme on constate aussi parallèlement un vieillissement de la population, ce solde naturel ne va pas forcément continuer à croître. Donc on a des besoins en logement sur le territoire, à la fois pour accueillir les populations, stabiliser les populations, faire face au desserrement des ménages, et déjà c'est pas mal. Et puis enfin, l'autre orientation, c'est d'améliorer la qualité du parc de logements existants et en projet, c'est-à-dire de limiter les quartiers en difficulté, l'habitat insalubre, et puis travailler aussi sur les projets et travailler aussi sur les logements existants en termes de rénovation énergétique du parc ou en rénovation de l'habitabilité, de la qualité de vie du parc existant. Le deuxième axe, c'est irriguer la ville de mobilité apaisée, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il faut modifier notre rapport au déplacement, et pour cela, il faut redonner de la place aux modes alternatifs dans l'espace public pour faciliter l'usage des modes actifs et limiter l'usage de la voiture individuelle. Et donc, pour cela, l'idée, c'est de passer par un apaisement et une sécurisation des axes vélos, une continuité des itinéraires et de limiter les ruptures.
Et on peut aussi travailler dans le cadre du PLU sur la place du stationnement, à la fois sur l'espace public, mais aussi dans les constructions à usage d'habitation et de bureaux. Dans toutes les constructions neuves, en fait. Le troisième défi, qui est un peu aussi un corollaire des deux précédents, c'est de renforcer le territoire des proximités et du quotidien. Et là, il s'agit bien de favoriser la ville de la proximité, c'est-à-dire permettre aux gens d'habiter, de travailler, de se nourrir, de se cultiver, de s'amuser à proximité de leur lieu de vie pour avoir le moins possible besoin de se déplacer. Après, on ne peut pas non plus enfermer les habitants dans un cadre contraint. Il s'agit bien de favoriser, de rendre possible la ville de la proximité. Et il ne s'agit pas de l'imposer et d'enfermer chaque type de population dans des entités fermées. Pour cela, on propose de travailler sur l'amélioration du cadre de vie, qu'on retrouve également dans les précédents axes, donc que je ne vais pas développer. Mais on propose aussi de travailler sur les outils en faveur des commerces et des services pour améliorer à la fois l'implantation des commerces, favoriser le maintien dans les secteurs où on souhaite maintenir des commerces et les limiter, par exemple, dans les secteurs où on ne souhaite pas qu'ils puissent venir en concurrence avec les centralités identifiées. Et puis, c'est renforcer l'offre en équipement du quotidien, en services, équipement scolaire, équipement de soins, équipement sportif, équipement culturel, etc. Ce troisième défi, ce troisième axe du vivre ensemble tombe sur le territoire autour des différentes centralités que l'on retrouve à proximité des infrastructures de transport en commun notamment, des centralités historiques, des polarités existantes à maintenir ou à renforcer. On le voit aussi, les secteurs à enjeu de développement ou de requalification urbaine pour assurer les parcours résidentiels des populations. On voit également la localisation d'un certain nombre d'équipements structurants au rayonnement important pour le territoire. Quatrième et dernier axe, c'est un territoire actif et productif et innovant pour le territoire. Dans cet axe, il s'agit de conforter en premier défi, de conforter le territoire actif et productif en faveur de l'emploi, c'est-à-dire dans un premier temps, dans une première orientation, de conforter l'écosystème économique du territoire qui présente des spécificités puisqu'on a tout type d'emplois sur le territoire, que ce soit des grandes entreprises ou des plus petites entreprises, du high-tech ou de l'activité plus manuelle. On a vraiment une diversité d'offres sur le territoire qui permet vraiment la complémentarité. La deuxième orientation, c'est de conforter le territoire d'emploi pour limiter sa résidentialisation. On note que le territoire de Boucle-Nord de Seine, c'est un ancien territoire industriel qui a connu une période de perte d'emploi avec la désindustrialisation. Et aujourd'hui, le territoire a retrouvé son nombre d'emplois de sa période industrielle. Toutefois, depuis, il y a eu une augmentation de la population et le taux d'emploi est bien moins important. Aujourd'hui, on a 0,8 emplois par actif résident sur le territoire. Et donc, il s'agit aujourd'hui de limiter la résidentialisation du territoire, c'est-à-dire de limiter la perte d'emploi par rapport au nombre d'habitants existants sur le territoire. Pour cela, on a plusieurs orientations qui sont de sanctuariser les espaces à vocation économique et productive, de limiter leur transformation en zone mixte ou en zone d'habitat,
de renforcer la qualité des espaces obsolescents et puis de soutenir les mutations. On arrive donc au défi 2 pour valoriser les secteurs d'activité en travaillant sur l'environnement architectural urbain qui soit plus agréable que dans les zones d'activité, en améliorant leur liaison et leur articulation au reste de la ville. Et puis, tout cela pour permettre la diversité de l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire permettre la diversité de types de construction dans les différents secteurs qui vont permettre la diversité des types d'activités sur le territoire. Enfin, le 4e défi, et on retourne sur la Seine, qui était le premier défi du PADD, c'est d'affirmer la singularité portuaire du territoire au service de la transition environnementale, en valorisant la singularité industrielle et portuaire à la fois du port de Gennevilliers, mais aussi en articulation avec les autres ports du territoire, en valorisant les activités du port et en faisant en sorte de permettre au port de développer ses orientations en faveur d'une mobilité décarbonée des matériaux. Et puis enfin, c'est d'encadrer l'activité logistique sur le territoire en la limitant au port de Gennevilliers, à l'exclusion des autres services, des autres secteurs du territoire, sauf à permettre la logistique du dernier kilomètre dans des projets quand c'est bien intégré, quand c'est bien relié au reste du territoire, mais vraiment en articulation avec ce premier maillon qui est la zone portuaire. Voilà comment retombent ces orientations sur le territoire avec la sanctuarisation du foncier tertiaire et économique, la sanctuarisation du foncier agricole, les orientations de valorisation autour des quartiers de gare et l'empreinte des ports et de la Seine sur le territoire. Voilà les petites orientations du PADD. C'est un petit peu plus développé dans le rapport écrit. J'ai essayé de vous en faire une synthèse. Je ne sais pas si j'ai été dans les temps. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un rapport extrêmement important, donc c'est bien qu'on y passe un peu de temps. J'ai vu une main se lever, non, non, pardon. Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? Donc ces orientations nous engagent les 7 villes et le territoire sur les prochaines années, c'est notre futur, mais aussi déjà le présent, parce qu'on commence déjà à y travailler en lien avec ce qui s'oriente. Pas d'intervention ? Bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ces orientations ? L'unanimité ? Il n'y a pas besoin de voter, c'est ça ? On prend acte ? Bon, vous êtes pour prendre acte. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier l'EPT Boucle Nord de Seine, son directeur présent et sa directrice. C'est les 2 personnes qui animent qui coordonnent, animent, dirigent toute l'activité sur l'aménagement sur notre territoire. Et je voulais souligner la qualité du travail qu'il y a entre le territoire et la ville de Gennevilliers, avec les autres villes aussi d'ailleurs, hein, c'est pas en opposition avec les autres villes, puisqu'on a un territoire qui réussit le tour de force, peut-être le seul territoire à réussir cela, à respecter les politiques municipales et les choix qui sont complètement différents, voire divergents sur certains sujets entre les communes, et en même temps de travailler des cohérences et de trouver ces cohérences. Et c'est pas un métier facile, et vous y arrivez. Et donc je voudrais remercier le territoire et ses équipes pour ce bon travail, et surtout sur ce bon et long travail sur le PADD, qu'on va ensuite transformer avec le PLUI. Merci beaucoup.
Je vous propose de passer à la deuxième délibération. Monsieur Binagdan. Chers collègues, bonsoir. Donc là, il s'agit de prendre en compte le rapport d'utilisation relatif au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, plus communément appelé le FSRIF, attribué en 2022 à la ville de Gennevilliers. Le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, perçu en 2022 pour un montant de 3 059 424 €, a contribué au financement de dépenses sociales. Une liste non exhaustive de ces dépenses est présente dans le rapport. Merci. Il s'agit de prendre acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte? Merci. La deuxième délibération, c'est à nouveau Monsieur Binagdan. Tout à fait, Monsieur le maire. Toujours dans la même veine, toujours une dotation, mais celle-ci est la dotation de solidarité urbaine. C'est une dotation plutôt à l'échelle nationale. La ville de Gennevilliers a perçu 6 496 809 € en 2022 au titre de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, dotation attribuée sur la base d'un certain nombre de critères. Cette somme a été affectée à différentes actions ou réalisations contribuant à la cohésion sociale. Merci. L'Assemblée est à nouveau d'accord pour prendre acte. Nous prenons acte, merci. La délibération suivante, il s'agit de désigner un référent déontologue des élus communs à l'établissement public territorial Boucle-Nord de Seine et les 7 communes qui le composent, c'est-à-dire nous aussi. Le référent a un rôle de prévention auprès des élus en leur apportant à leur demande des conseils éclairés sur les conduites à tenir et les bons comportements à adopter. La désignation du référent déontologue des élus prendra effet à compter du 1er juin 2023 pour la durée du mandat du conseil territorial et des conseillers municipaux. Donc chaque élu ici présent, s'il a un doute sur un conflit d'intérêts ou un problème de déontologie, n'hésitez pas, vous pouvez faire appel à ce déontologue que nous partageons avec tous les élus du territoire. Je le mets aux voix. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 5, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit ce soir d'attribuer une subvention pour l'association humanitaire SOS Méditerranée pour l'année 2023 afin de contribuer au sauvetage et à la protection des personnes pour un montant de 1 000 €. Merci. Pas de questions. Je le mets aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je reçois la direction de l'association pas demain matin, mais dans la semaine. Donc ça a été adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Grégory Boulard. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'une autorisation de signature de la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et la Maison de la Solidarité. Et je me permettrai d'ajouter, de saluer en fait le travail effectué par la Maison de la Solidarité quand on sait qu'aujourd'hui la précarité flambe. La Maison de la Solidarité, comme les autres associations de solidarité, reçoit un public, multiplie de manière exponentielle ses accueils. Et donc, il faut souligner que c'est pas très bon signe quand nos associations sont confrontées à un afflux important de précarité. Et j'ajoute aussi que la Maison de la Solidarité, ce n'est pas que des personnes sans domicile fixe. Ils voient un public nouveau, beaucoup plus important, notamment avec les familles qui sont hébergées par le 115. Merci. Qui voulait intervenir, Mme Chala? Oui, merci. Chers collègues, on va voter pour cette subvention, cette signature de convention, mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de subvention? C'est lié? C'est marqué dans la délibération. Il y a une subvention de fonctionnement de 7 000 €, une subvention politique de la ville de Gennevilliers de 11 000 € et une subvention de l'État dans le cadre de la convention Ville-État DPV de 11 000 €. Parfait. Okay. Donc 29 000 au total. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, Madame Pérez. Oui, chers collègues, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à l'association des maires du département des Hauts-de-Seine pour un montant de 9 518 €. Merci. Vous êtes pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 8, Monsieur Houchen. Il s'agit de l'autorisation de signature d'une convention relative au versement d'une subvention d'équipement attribuée par la ville à Gennevilliers Habitat pour la rénovation d'un local destiné à des activités médicales et paramédicales.
Je précise, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative aux conditions de versement d'une subvention entre la ville et Gennevilliers Habitat pour la réalisation de travaux d'aménagement du local situé au 40 avenue Lénine. Un groupement de 4 orthophonistes, 2 psychomotriciennes et une diététicienne exerçant déjà leur activité professionnelle à Gennevilliers depuis plusieurs années sur des sites séparés et inadaptés aux personnes à mobilité réduite ont sollicité la ville pour pouvoir se regrouper en un lieu unique. Cette demande permettrait d'améliorer la qualité de l'offre de soins sur le territoire municipal, aux côtés et en complément des actions déjà portées par le CMS. Ce projet correspond aux engagements municipaux et répond aux besoins de soins destinés à l'ensemble de la population. Merci. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la transformation de plusieurs postes au titre de promotion interne, 10 postes au grade d'agent de maîtrise au titre de promotion interne d'agent de maîtrise 2021-22, un poste au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne 2022 et un poste au grade d'ingénieur territorial au titre de la promotion interne 2017. J'imagine que tout le monde est pour. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi, Madame Chala. Donc, on tient tout d'abord à féliciter la montée en compétences des agents et vous demander aussi quelques détails sur les promotions internes et les grilles d'évaluation et les parcours. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu plus d'infos? Il faudrait que vous précisiez votre question, parce que si vous voulez des grilles d'évaluation de quoi? Généralement, dans la fonction publique, on a une évolution. Ah oui, mais on va pas. Oui, dans la fonction publique, l'entretien individuel n'est pas public. Et donc, on ne va pas vous rendre public des entretiens individuels sur les agents. Ça, c'est. Non, mais bon. Pas de manière individuelle, mais d'une manière générale, on va dire. Ça n'existe pas, ce que vous me demandez. Si, il y a des entretiens individuels qui permettent d'évaluer le travail de chaque agent par leur N+1. C'est un entretien individuel que l'agent signe, ou pas d'ailleurs, parce qu'il a le droit de ne pas le signer et de le contester. Mais c'est vraiment un entretien individuel. Il n'y a pas d'entretien collectif, ni d'évaluation collective faite par les services ou sur les services. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Il n'y a pas d'entretien collectif, ça on l'entend bien. Mais généralement, quand on a un corps de métier, il y a une grille d'évaluation et pour pouvoir évaluer les agents et de quelle manière certains agents évoluent plus que d'autres. Il y a possibilité d'avoir des infos quand même, non? Est-ce qu'un tel va passer agent de maîtrise et pas un autre? Il y a des choses qu'on peut quand même questionner. Ah oui, ça on peut vous le passer, ça c'est clair et transparent. C'est en fonction du passage des examens ou à l'ancienneté. Ce sont les deux critères et on doit être une des seules villes, vous regarderez, je suis désolé de le dire encore, à avoir cette promotion interne aussi forte et cette telle évolution des agents en interne dans notre ville. Ça, on peut vous le passer, c'est ancienneté et examen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en passe souvent. Vous aurez remarqué qu'à chaque délibération, à chaque conseil municipal, on a des évolutions internes. Vous faites bien de le souligner. C'est quelque chose de fait régulièrement à Gennevilliers. Et voire même de ce point de vue-là, les syndicats saluent notre capacité à travailler sur cette mobilité interne. C'est pas la mobilité d'ailleurs, c'est la promotion interne de manière aussi claire. Et il a pu nous arriver l'année dernière d'avoir des loupés qu'on essaie de rattraper, parce que normalement c'est fait quasiment vraiment à l'ancienneté et sur l'examen. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 10, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Donc, suite à la réorganisation des missions de la direction de l'habitat, il est proposé d'actualiser le tableau des postes de la direction. Merci. Qui est pour l'unanimité? Ah, pardon. Vous ne prenez pas part au vote? Merci. Donc, moins 3 non-participation au vote. Délibération 11, Madame Moreau. Non, excusez-moi d'avoir fait remarquer qu'elle n'était pas là. Madame Attaf. Oui, merci Monsieur le maire.
Donc, il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition de personnel communal, donc de 2 agents, auprès de l'association du Tamanoir à compter du 1er juin 2023 pour une durée de 3 ans. Merci. Alors, Madame Mouadine, Madame Zouaoui ne prendront pas part au vote puisqu'elles font partie du conseil d'administration. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12, Monsieur Dany. Monsieur le maire, chers collègues, donc il s'agit de la modification de la modalité de télétravail au sein de la collectivité. Il est proposé de faire évoluer la modalité de télétravail pour les agents communaux en adoptant un nouveau règlement de télétravail au sein de la collectivité, possibilité d'un forfait annuel de 15 jours et maintien d'une journée fixe par semaine. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 13, Monsieur Simon. Ah, pardon. Ah. Alors, la 12, c'était celle qui vient d'être faite par Monsieur Dany, qui est modification des modalités de télétravail au sein de la collectivité. C'est celle qu'on vient d'adopter. Celle d'avant, c'était sur le Tamanoir. Ça arrive. Donc, délibération numéro 13, Monsieur Simon. Oui, bonsoir. Il est proposé de définir les taux d'avancement de grade des agents de la collectivité en incluant l'échelon spécial. Les taux sont fixés à 100%, sauf pour les catégories B. Les conditions d'avancement de grade sont formalisées dans les lignes directrices de gestion. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération très technique? Vous devriez poser une question pour nous mettre en difficulté. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 14, Madame Zouaoui. Alors, il s'agit de la transformation des postes du service Gennevilliers Propreté de la direction de l'environnement. Ceci pour tenir compte de l'évolution du fonctionnement du service Gennevilliers Propreté et notamment de la section travaux. Il est proposé donc de faire évoluer les postes actuels en ouvrant le recrutement sur plusieurs grades. Merci. Merci. Qui est pour? Pardon, Madame Chala. C'est très bien, en espérant plus d'efficacité sur le ramassage des poubelles et plus de propreté. Oui. Merci. Mais là, on parle des agents, Madame Chala. Donc, ne sous-entendez pas que les agents travaillent mal. On parle, c'est une délibération sur les agents. Je questionne. Je constate que c'est pas assez bien ramassé. C'est pas assez propre. Qui est pour? L'unanimité, vous êtes d'accord quand même? Oui, merci. Délibération numéro 15, Madame d'Alcantara. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention attributive de subvention au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2023 avec le préfet des Hauts-de-Seine. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 16, Madame Mouadine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer des subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville pour l'année 2023. Merci. La même unanimité, je suppose. Je vous remercie. 17, toujours Madame Mouadine. Il s'agit de l'attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations pour l'exercice 2023. Merci. Même vote. Même vote. Délibération 18, Monsieur Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit d'autoriser, Monsieur le maire, à attribuer une subvention à l'association Gennevilliers Soccer pour participer au financement des frais de déplacement, hébergement au tournoi international de futsal qui se déroulera du 2 au 7 juillet 2023 en Espagne. Soccer veut dire en français football. Merci. Futsal. Mais il est aussi important de rappeler que l'association Gennevilliers Soccer a obtenu de bons résultats dans plusieurs tournois départementaux et régionaux durant cette année sportive. Merci, Monsieur Ndiaye, sur toutes ces informations supplémentaires à la délibération. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Madame Desmet.
Bonsoir à tous. L'association Art Karaté Do Kickboxing au Bucan a obtenu de bons résultats en championnat d'Europe junior, le championnat d'Europe junior ainsi que l'Open international durant l'année 2022. En décembre 2022, 4 de nos adhérents ont été sélectionnés pour participer au championnat du monde de Kudo qui s'est déroulé au Japon du 11 au 15 mai 2023. Le budget préparé en début de saison ne prévoyait pas cette dépense. Afin de limiter les frais engagés par l'association, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 € afin de participer aux frais de déplacement et d'hébergement de ce championnat du monde. Merci. L'unanimité? Merci. Délibération 20. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Roller Hockey Gennevillois. Non, j'étais prête à le faire. Roller Hockey Gennevillois pour la prise en charge du transport de l'équipe première qualifiée en quart de finale du champion de France à Flamanville. C'est une subvention de 1 700 € et je voudrais témoigner auprès de cette association de toute notre solidarité et celle du conseil municipal, puisque le week-end dernier, lors d'un déplacement de l'association de déplacement sportif, une de leurs mamans de leurs adhérents est décédée dans un dramatique accident. Il s'agit de Madame Isabelle Viau, qui a fait une chute en montagne et dont les obsèques auront lieu mardi prochain à 11h30. Qui est pour cette subvention? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 21, Madame Morel. Monsieur le maire, merci. Il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle au collège Édouard Vaillant pour un voyage sportif et pédagogique du 29 mai au 2 juin sur la merveilleuse presqu'île de Crozon dans le Finistère. C'est pour ça que c'est moi qui la lis d'ailleurs. Le collège Édouard Vaillant, dans le cadre d'un partenariat avec la ville, avec les classes sportives, participe à des projets alliant sport et éducation. Et il organise dans cet esprit des stages sportifs dans des lieux différents chaque année. Et les enseignants utilisent la motivation des élèves pour le sport pour créer une dynamique de classe favorable au travail et donner du sens à leur apprentissage. Pour l'année scolaire 22-23, du 29 mai au 2 juin 2023, le collège organise donc pour les élèves de la classe de 4e option plein air un stage sur la presqu'île de Crozon pour 24 élèves et 3 accompagnateurs. Il s'agit d'affecter une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € pour permettre l'organisation de ce voyage pédagogique. Merci. Qui est pour punir ces élèves qui vont aller en Bretagne? L'unanimité? Finistère en plus. Je vous remercie. Délibération 22, Monsieur Labadie. Bonsoir. Dans la même lignée pour le collège Louis Pasteur, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle pour un voyage sportif également, donc de ski alpin, dans la ville de Samoin, en Haute-Savoie cette fois-ci. Il s'agit d'emmener la classe de 6e sportive donc, qui est au collège Louis Pasteur. 26 élèves, 4 accompagnateurs et la subvention serait de 1 500 € pour l'année 2022-2023. Merci. L'unanimité, j'imagine? Oui, merci. Délibération 23, Monsieur Noël. Alors, toujours pour Louis Pasteur, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 200 € pour un voyage sportif et pédagogique du 28 mai au 2 juin à Prades, en Haute-Loire. Même vote, l'unanimité. Merci beaucoup pour eux. Délibération 24, Monsieur Bernier. Bonsoir, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à la signature de l'avenant numéro 10 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football pour un dispositif d'animation de foot vacances sur la période des congés de printemps 2023. Merci. Alors, Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Délibération 25, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à la signature de l'avenant à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Natation pour le versement d'une subvention exceptionnelle qui concerne la formation diplômante d'un maître nageur pour un montant de 1 000 €. Merci. Même vote. Même vote. Délibération 26. Il s'agit... Allez-y, Madame Morel. Il s'agit, Monsieur le maire, de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 6 à la convention d'objectifs
entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique pour le versement d'une subvention exceptionnelle afin de participer aux frais engagés pour l'organisation d'un déplacement à Agen, un championnat national équipe qui a eu lieu le week-end dernier. Qui avait lieu donc le week-end dernier. La convention d'objectif initial prévoyait le versement d'une subvention de 44 397 € pour cette association, complétée par un avenant au titre du contrat de développement département-ville d'un montant de 3 033 €. Et dans le cadre du développement du sport sur la ville et tout particulièrement de la pratique féminine, l'association GR a organisé un déplacement à Agen. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de donner les résultats, puisque je les ai? Il y avait donc 39 gymnastes, dont 38 Gennevilloises et une ancienne Gennevilloise sélectionnée, soit 8 équipes. Il y a eu 3 podiums, 3 premières places au podium sur 3 catégories différentes, une place de 2e, une place de 4e, une place de 5e, une place de 10e, et nous avons remporté, je dis nous, mais nous avons remporté le challenge des équipes en lien avec Chaville. Il y avait en tout 1471 gymnastes et 71 clubs. On a malheureusement eu une gymnaste blessée, ce qui a fait qu'il y a eu un petit podium en moins, mais une magnifique ovation de tout le public pour la ville de Gennevilliers. Merci beaucoup. Merci. Et bravo pour ces résultats. Et vous ne Et prendrez d'ailleurs, pas... c'est pour ça que j'ai plus de voix. Parce que vous étiez à Agen. J'étais à Agen, promis. Bon, bravo en tout cas pour l'équipe. Je vous propose de passer. Alors vous n'avez pas le droit de vote. Enfin, vous ne prenez pas. C'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que vous ne prenez pas part au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Contre? Vous ne prenez pas part au vote. 2 non-participation au vote. Ça en fait 3. Ça en fait 4 d'ailleurs avec Madame Morel. Délibération 27, Madame Desmaîtres. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du SMG Rugby. Attribution d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'organisation d'événements autour de la Coupe du monde de rugby en 2023 à l'association du CSMG Rugby, qui a fait une très grande fête ce week-end. C'est 50 ans, là, c'était bien réussi. Oui, très belle association qui a fait ses 50 ans et qui a aujourd'hui reçu la Coupe du Monde en passe. Enfin, il n'a pas gagné, hein, ils ont reçu la Coupe du Monde avec 3 ministres qui sont passés pour faire une bakoukada, comment ça s'appelle quand ça joue autour. En tout cas, un très beau club qui mène une très belle activité et surtout une belle école de rugby, c'est ce que je leur demande essentiellement. Qui est pour? Qui s'abstient? Il n'y en a pas l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 28, il s'agit, Madame Attaf. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'autoriser, donc Monsieur le maire a signé l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle entre la ville de Gennevilliers et l'association ACSEG-ARCAG et d'attribuer une subvention complémentaire d'un montant de 25 000 €. Merci. J'ai oublié de dire que sur la délibération précédente, Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prenaient pas part au vote. Et sur celle-ci, c'est Madame Gassama, Madame Maria Blanca Fernandez, Monsieur Binagdan et Madame Faucillon qui ne prendront pas part au vote. Qui est pour? Ah, pardon, une intervention? Oui, j'ai une intervention. Allez-y. Donc, c'est l'occasion qui nous est donnée d'aborder les problèmes d'accueil et d'accessibilité aux activités à l'espace Grésillon, et c'est pour ça qu'on va s'abstenir. Alors, vous nous dites que vous voulez aborder les problèmes d'accueil, mais vous ne les abordez pas. Donc, vous pouvez m'en dire un peu plus? Pour qu'il nous est fait par les usagers. Oui, mais c'est quoi le retour? C'est quoi ce son-là? C'est quoi Ils le sont retour? mal accueillis. Ils sont mal accueillis. Bon. On améliorera l'accueil, madame, c'est promis. Mais c'est l'association qui organise maintenant l'accueil, et donc on verra, on leur fera la remarque. C'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Qui parle? C'est Mariama. Oui. C'était pour la répondre. Je dis, c'est pas tombé dans l'oreille du sourd. On va améliorer. Ouais, merci. Qui est pour? Vous votez pour? Non, vous abstenez. 3 abstentions. Merci. Délibération 29, Madame Attaf.
Oui, monsieur le maire, donc il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Chanton-Grésillon d'un montant de 2 500 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 30, Madame Gassama, qui n'a pas l'oreille d'un sourd. Merci. Cette délibération, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 10 à la convention de gestion entre la ville de Gennevilliers et l'association de Tamanoir Café Musique pour l'attribution d'une subvention municipale. Merci. Alors, Madame Mouadine et Madame Zouaoui ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 31, Monsieur Simon. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants à la convention entre la ville de Gennevilliers et la Caisse des écoles concernant le projet de réussite éducative pour l'année 2023, stipulant le montant de la subvention de la ville à la Caisse des écoles, ainsi que le montant attribué dans le cadre de la cité éducative de Gennevilliers. Merci. Alors, Mesdames Toumi, Lanoiselet, Nédélec et Monsieur Laurent Noël et Méran ne prendront pas part au vote. J'imagine qu'il y a l'unanimité à part eux. Je vous remercie. Madame Attaf, la délibération 32. Oui, il s'agit donc d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Plein Gré relative au versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 258 351 €, d'une subvention d'un montant de 60 500 € au titre du contrat de ville et d'une subvention relative au partenariat ville-département d'un montant de 40 000 €. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 33. Il s'agit d'attribuer des subventions aux partenaires dans le cadre de la cité éducative de Gennevilliers pour la mise en place d'actions durant l'année scolaire 2023. Qui est pour une intervention? On est pour, mais on tient à souligner que les cités éducatives, c'est quand même un beau dispositif de l'État qui marche bien sur les 100 000 € de budget. On peut noter en particulier qu'il y a une subvention à la caisse des écoles de 57 000 € et que 6 300 € sont donnés au club du lutte et c'est une bonne... c'est très bien. Merci. Oui, c'est une belle action en ce moment certainement que les cités éducatives vont être reconduites par le gouvernement, mais on se bat pour pas qu'ils soient totalement fondus dans la politique de la ville, parce qu'on veut garder l'originalité des cités éducatives. C'est une gouvernance à trois, c'est-à-dire ville, préfecture, éducation nationale. Or, il pourrait y avoir une tendance actuelle au niveau gouvernemental de tout mettre dans la politique de la ville, et donc d'avoir soit une gouvernance que éducation nationale, soit que politique de la ville. Mais on avance sur Gennevilliers est aux premières loges d'ailleurs dans ce combat-là, et je pense qu'on va y arriver. En tout cas, vous avez raison, c'est un dispositif en tout cas qui est intéressant. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 34, Monsieur Duguet. Oui, donc il s'agit d'une autorisation de signature de l'avenant numéro 3/2023 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Régie du quartier du Lutte. Donc la ville s'engage à verser une subvention de fonctionnement d'un montant de 11 000 €. Merci. Alors, Mesdames Lanoiselet, Zouaoui, Blanc, Chalat et Messieurs Briffaut et Ralid Damoun ne prendront pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. Délibération 35, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer un contrat de partenariat pour l'accompagnement des porteurs de projets et TPE entre la ville de Gennevilliers et BGE Paris pour 2023. En effet, depuis plusieurs années, la ville de Gennevilliers a fait du soutien à l'entrepreneuriat. Un des axes prioritaires de la stratégie de développement économique, avec en particulier la volonté d'encourager les projets à fort potentiel en les plaçant au cœur de la stratégie du développement économique régional. À cet effet, donc, un contrat de partenariat avec BGE Paris d'une durée d'1 an est proposé dans une logique de proximité afin de soutenir les initiatives de création d'entreprises des particuliers demandeurs d'emploi, salariés, jeunes étudiants, retraités. Merci. Madame Chalat. Oui, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut savoir le nombre de porteurs de projets accompagnés depuis janvier
Et pour quel résultat? Alors, ce que je vous propose, c'est que de tête, on ne doit pas le savoir, mais c'est qu'on vous l'envoie Très bien. par mail, parce que là, je ne l'ai pas et ce n'est pas dans la délibération. Mais on vous fera passer. Voilà. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Il faut que l'administration le note, qu'on passe bien, qu'on envoie à Madame Chalat le nombre de porteurs de projets et les résultats. Délibération 36, Madame Gassama. Oui, merci. Et, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 4/2023 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Mission Locale. La mission locale est chargée de repérage, de l'accueil, de l'information, de l'orientation professionnelle et de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés, notamment en matière d'accès à l'emploi ou à la formation en vue de faciliter leur retour à l'emploi sur le territoire de Gennevilliers. À cet effet, l'association contribue à assurer une intervention coordonnée des institutions et acteurs existants sur l'ensemble des problèmes de vie quotidienne qui feraient obstacle à leur insertion sociale et professionnelle, afin que, dans une approche globale, soit prise en charge la recherche des solutions adoptées en matière de logement, de santé, de loisirs culturels, afin de soutenir l'activité développée par l'association. La ville s'engage à verser une subvention de fonctionnement de montant de 200 000 € pour 2023. Merci. Madame Girardi. Oui, bonsoir. Nous allons voter pour cette délibération, mais nous aimerions avoir en fait le nombre de combien d'accompagnements vers la formation et l'emploi sont faits par la mission locale. Alors, on vous l'enverra aussi, parce que de tête, je ne pourrais pas le dire. Il y a M. Merga qui peut peut-être vous le dire, parce qu'il est aussi membre de l'association. Donc, s'il va aux réunions, il aurait les résultats. Mais on vous l'enverra, parce qu'il y a un rapport qui est fait, donc sans problème, dans le rapport d'activité. Très bien, merci. Qui est pour? L'unanimité, si j'ai bien compris. Je vous remercie. Donc, 2 documents envoyés. Délibération 37. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Intervalle 92 pour un montant de 4 000 € dans le cadre du subvention de fonctionnement de 18 940 €, dans le cadre du contrat de la ville 4 000 €, contrat de développement ville-département 6 000 €. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 38, Monsieur Binagdan. Rebonsoir. Donc, il s'agit de donner autorisation de signature de la convention annuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association FAS Paris-Hauts-de-Seine pour 2023 pour un dispositif innovant, le dispositif Job Academy, sur les jeunes diplômés accompagnés dans l'emploi. Donc, c'est un dispositif qu'on reconduit. Il existe depuis maintenant 2015. Donc, la ville propose, en partenariat avec FACE Paris, de reconduire ce dispositif avec un nouveau concept dénommé Jobac d'accompagner, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes Gennevillois, notamment des jeunes diplômés ou en recherche d'alternance ou d'apprentissage. Avec le concours d'entreprises partenaires principalement implantées sur le territoire, l'idée c'est vraiment d'utiliser, de faire participer le tissu économique local. Donc 18 jeunes diplômés seront accompagnés, des diplômés de Bac+2 ou plus seront accompagnés pendant 6 mois. Donc c'est vraiment un accompagnement individualisé dans leur recherche d'emploi ou d'alternance ou d'apprentissage à travers le parrainage, des ateliers thématiques, des rendez-vous individuels afin de leur faire découvrir le monde du travail et faciliter leur insertion professionnelle. Par conséquent, il est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et par là même le versement d'une subvention de 17 000 €. Merci. Ce dispositif fonctionne vraiment bien. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 39, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de la convention de participation financière entre l'association VRAC Seine-Ouest et la ville de Gennevilliers. Cette association a pour objet de gérer un dispositif
innovant, mettant à disposition des ménages des produits alimentaires de qualité à prix accessible dans une démarche zéro déchet, afin de redonner du pouvoir d'achat aux habitants, de lutter contre les inégalités et de réduire les déchets à la source. Dans cette dynamique, la ville de Gennevilliers participe par la présente au développement du projet de l'association VRAC Seine-Ouest. Donc c'est une première et cela aura lieu dans le quartier du Luth. Je vous remercie. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 40, Monsieur Labadie. Et donc, dans le cadre de cette convention financière, il s'agit d'autoriser l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 16 500 € pour l'association VRAC Seine-Ouest. Merci. Alors, il y en a une qui signe et l'autre qui dépense l'argent. Bravo. Ah, tu ne peux pas voter. Tu en fais partie. Ah d'accord, pardon. Donc M. Boulard ne prendra pas part au vote puisqu'il est nommé par le conseil municipal. Bon. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 41, Madame Pérez. Oui, il s'agit du déclassement par anticipation d'emprise du domaine public communal d'une superficie de 2745 m², située entre la rue de l'Industrie et la rue Thomas Edison dans la ZAC Sud-Chantraine, pour permettre à la société d'aménagement de la ville de commencer à aménager le quartier. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. 42, Madame Pérez, à nouveau. Oui, il s'agit de remplacer une délibération du Conseil municipal du 8 février 2023, approuvant la cession par la ville de Gennevilliers d'un bien référencé GIC 3 à Liocous. Il faut désaffecter et déclasser ce même bien avant de le vendre. Oui, ça fait partie de 4 délibérations qui sont sur le même sujet. On refait ce qu'on a déjà fait, puisqu'il y avait une petite erreur administrative. Il fallait déclasser avant de vendre. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. La 43, Madame Lafont. Oui, il s'agit donc de l'approbation de la cession par la ville de Gennevilliers d'un bien référencé Gîte 3, situé donc à Liocous, Mostier-Joule, d'une surface d'environ 33 m² au profit de Madame Cécile Bianchi. Merci. L'unanimité, j'imagine. Merci. 44, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc de l'approbation de la cession par la ville de Gennevilliers d'un ensemble immobilier référencé gîte 1 et 2 situé à Liocous, parcelle cadastrée section E 734, 735, 736 et 743, une surface cadastrale d'environ 176 m² au profit de Monsieur Erwan Mahé au prix de 188 000 €. Même vote. Même vote. Je vous remercie. 45, Monsieur Briffaut. Oui, on annule et remplace la délibération 6 au date du 8 février 2023, approuvant la cession par la ville de Gennevilliers d'un bien référent site 1 et 2 situé à Lyon-Court, Mossé-Sous. La parcelle castrée sélection O 754, 755, 756 et 143 d'une surface cadastrale d'environ 176 m². Au profit de M. Evan Mahé au vu de la désaffection et du déclassement de son même bien. Merci. J'adore le environ 176 m², parce que c'est assez précis au final. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 46. Il s'agit d'approuver une convention de répartition des surcoûts de dépollution des parcelles cadastrées session AQ 145, 146, 147, 273, 118 et 119 au 14-16 rue Sainte-Marie et au 9-15 rue Jaffeux, établis entre la ville de Gennevilliers et la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Boucle de la Seine, pour faire de l'accession à la propriété. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 47, Madame Lafont. Oui, il s'agit de garantir le refinancement d'un emprunt afin de décaler la date de paiement effective de 6 mois supplémentaires, soit du 19 avril 2023 au 15 octobre 2023. Ce décalage est lié à la hausse des coûts de la construction et vise à éviter un défaut de paiement éventuel.
l'emprunt d'un montant de 4 380 000 € contracté par la coopérative HLM Boucle de la Seine auprès de la Banque Postale et destiné à la construction de logements en accession sociale au 44 rue Paul Vaillant-Couturier. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour les délibérations. On a 2 vœux à étudier ce soir. Un premier vœu sur la crise du logement. Et je ne sais pas qui devait le présenter, mais on va me le dire. Madame Lafont, pardon. Alors, oui, c'est un vœu sur la crise du logement et donc le gouvernement doit mettre en œuvre les préconisations du Conseil national de la refondation. Le logement et le logement social en particulier traversent une crise sans précédent. En dépit de signaux alarmants ces dernières décennies, les décisions prises par le gouvernement ont fragilisé le secteur du logement social. La baisse des APL compensée par les bailleurs sociaux via la réduction du loyer de solidarité, la RLS, ont réduit leur capacité d'investissement. Le gouvernement n'a donc pas pris la mesure de l'urgence de la situation. Finalement, et sous la pression des acteurs du logement, un volet logement dans le Conseil national de la refondation s'est ouvert en novembre dernier, sous la coprésidence de la PDG de Nexity, Virginie Bédag, et du délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. Les conclusions devaient être rendues le 9 mai, mais cette présentation a été annulée au dernier moment sans aucune explication. On peut supposer qu'il s'agit de raisons budgétaires vu l'ampleur des mesures à mettre en place. Pourtant, tous les acteurs du logement sont d'accord pour dire qu'il faut un sursaut, un choc pour relancer la construction de logements et des financements pour une politique massive de réhabilitation du bâti ancien. En 2022, seuls 95 000 logements sociaux ont reçu un agrément contre 125 000 prévus. Les hausses des coûts de construction expliquent une partie de ce déficit. Mais ce manque de construction entraîne de facto une importante augmentation du nombre de demandeurs de logement, plus 100 000. On atteint le nombre record de 2 423 000 demandeurs, soit plus 7% en un an et plus 20% en 10 ans. On a vu le nombre de demandeurs indiquant Gennevilliers dans leur choix passer de 22 831 en 2018 à 31 197 en 2022, ce qui fait une augmentation de 37%. Dans le même temps, le nombre de demandeurs prioritaires d'ALLO subit la même augmentation et passe de 1524 à 2394, plus 54% entre 2018 et 2022. Ces hausses importantes reflètent bien l'aggravation de la crise du logement et du mal-logement en Île-de-France. On peut déplorer que dans un contexte de pénurie de logements, les maires bâtisseurs ne soient pas plus soutenus. Les villes comme la nôtre bénéficient quasiment plus d'aide à la construction, notamment pour les logements destinés aux ménages les plus modestes. Plutôt que d'empêcher les villes volontaires, il faut pénaliser plus fortement les communes déficitaires au sens de la loi SRU. Les sanctions sont trop peu souvent appliquées et elles sont modulables. Le conseil municipal de Gennevilliers souhaite que le gouvernement retienne les conclusions des groupes de travail du Conseil national de la refondation. On ne peut plus se contenter d'annonces, il faut enfin des actes forts. Nous demandons plus spécifiquement une facilitation du financement du logement social, suppression de la RLS, application de la TVA à 5,5. Nous demandons également un soutien plus important aux ménages modestes, revalorisation de l'APL et rétablissement de l'APL accession. Et nous soutenons également les propositions qui permettront de massifier les réhabilitations énergétiques des logements sociaux avec la mise en place d'une prime rénov' HLM. Le logement n'est pas une marchandise, il représente un besoin primaire, il doit être accessible à tous et doit redevenir une priorité pour ce gouvernement et les suivants. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Chala. Donc on va voter pour ce vœu. On est pour. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est opportun, d'autant plus qu'en période de crise d'inflation, d'augmenter localement les aides aux locataires et d'apporter une offre par le biais de Gennevilliers Habitat plus raisonnable aux locataires. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas.
On va passer au vote. Qui est pour ce vœu? L'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Je vous propose de passer la délibération au vœu suivant sur l'ouverture d'une unité d'enseignement élémentaire autisme à la rentrée. Qui le présente? Monsieur Bernier. Oui, bonsoir. Je le présente conjointement avec Madame Delia Toumi, adjointe à l'éducation, qui est absente ce soir. On a rédigé le vœu ensemble et c'est un vœu de la majorité municipale. Quelques mots d'introduction. La ville dispose d'un certain nombre de dispositifs qu'elle gère en interne ou qu'elle gère avec des partenaires pour la meilleure inclusion possible des personnes en situation de handicap, qu'elles soient enfants ou adultes. Et en particulier, nous avons fait un effort important sur la question de la petite enfance et de l'enfance et de l'inclusion dans le milieu scolaire. À ce titre, à la rentrée 2020, la ville de Gennevilliers a travaillé en lien avec l'ARS, l'Éducation nationale et une association pour la mise en place de ce qu'on appelle une UEMA, donc une unité d'enseignement maternel autisme, qui est une unité qui permet l'accueil en inclusion d'enfants porteurs de handicap, de troubles du spectre autistique, mais qui peuvent, malgré leur handicap, être inclus dans l'école, et même s'ils suivent une scolarité particulière dans une salle spécifique avec des accompagnants d'une association médico-sociale, ils sont inclus dans l'école. Et je tenais d'ailleurs à saluer, parce que ça a été assez compliqué l'année 2020, la rentrée de septembre 2020, je vous rappelle, c'était la rentrée post-Covid. La ville avait fait un grand effort pour pouvoir faire cet accueil. Ces enfants sont accueillis depuis à l'école Aguado, et la communauté éducative a fait d'importants efforts également pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, je pense unanimement par les personnels de l'éducation nationale, par les personnels de la ville, par les parents et par les associations, la qualité du travail de cette unité est reconnue. Pour le coup, nous avons travaillé avec les services de la ville et l'éducation nationale à la mise en œuvre, ce qui est assez logique, d'une unité élémentaire d'enseignement autisme, puisque les enfants qui sont en maternelle ont vocation en montée de cohorte à devenir des élèves en élémentaire. La ville s'est positionnée auprès des services de l'État et de l'éducation nationale pour une ouverture d'une unité d'enseignement élémentaire à la rentrée de cette année. Il y a eu un grand travail de fait par les services avec l'éducation nationale. Nous avons reçu une réponse des services de l'État début mai, nous indiquant que les crédits n'avaient pas été ouverts par les services de l'État et par les services de l'ARS pour financer cette structure, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes. Déjà, un problème tout assez logique, c'est qu'au bout de 3 ans, une cohorte d'enfants maternels a vocation à entrer en élémentaire. Donc il y a quand même un défaut, à notre sens, de pilotage et d'anticipation des services de l'État qui est extrêmement lourd et qui aura potentiellement pour conséquence une rupture de la prise en charge de ces enfants et d'un accompagnement que nous souhaitions de qualité sur des enfants qui, en raison de leur handicap, nécessitent un soutien extrêmement particulier. Le but de ce vœu, et c'est ce qui vous est rappelé à l'issue du vœu, est de demander aux services de l'État de reconsidérer la décision de ne pas ouvrir l'unité d'enseignement élémentaire autisme dès la rentrée de septembre 2023 et surtout de procéder à l'ouverture des crédits. Vous devez voir comme moi aujourd'hui un gouvernement qui fait quasiment une annonce par jour. On souhaiterait, notamment dans le cadre du plan national autisme, que ces annonces soient réellement suivies des faits, en particulier quand les communes sont volontaires et volontaristes comme la nôtre, avec les équipes de l'éducation nationale pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ces enfants. Merci. Et cerise sur le gâteau, l'unité d'enseignement élémentaire autisme existe dans une école privée à Colombes. Donc les enfants de l'école publique qui voudraient poursuivre sont obligés d'aller dans le privé. D'autres interventions? Madame Chala. Donc on va voter pour, comme pour le premier vœu. On tient aussi à souligner que l'accueil des enfants porteurs de handicap est souvent un accueil qui génère de la crainte et de la peur dans nos structures. Et donc, tout ce qui va être fait en ce sens va être forcément plus bénéfique aux familles qui sont vraiment en grande difficulté sur notre commune. Oui, vous avez raison, il faut aider les familles plus fortement que ce qui est fait. Et l'État a un retard important. Enfin, la France, d'ailleurs, a un retard important, plus important que les autres pays européens sur ce sujet.
Donc, qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales? Oui. Je fais les questions et les réponses, c'est pratique. Merci. Avant de lever la séance, nous avons donc une prochaine séance le 9 juin à 20h qui sera uniquement consacrée sur l'élection des délégués, la désignation des délégués et suppléants en vue de l'élection des sénatoriales du 24 septembre. Je vous rappelle que c'est des élections le 24 septembre, c'est un dimanche matin. Nous ferons un quart pour partir ensemble. Ce sont des élections obligatoires. Et par contre, je n'ai pas la date de la prochaine séance aussi, si on peut me la rappeler. Le 28 juin, à 20h, nous aurons une séance normale à nouveau. Donc les deux prochaines séances, c'est 9 juin, 20h et 28 juin, 20h. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre participation.